Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder la symbolique sociale de la case. On en parle avec Duke Menango dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, comment se préparer à l'arrivée d'un tsunami. Et donc cette problématique a été présentée et exposée dans une école de la province Nord. On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et éducation. Et enfin, comment ça se passe pour les enfants autisme? Qu'est-ce que l'autisme? Comment se préparent les familles et les professionnels? Donc on en parle avec Anna Chiron dans notre rubrique On s'occupe de vous. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors bonjour, je reçois Daniel Ouadriaco, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes responsable d'exploitation à la maison de la vanille, à Lifou, à la tribu de Nathalo. Alors on est là aujourd'hui pour parler de la fête de la vanille qui aura lieu le 17, du 17 au 19 octobre. Alors question simple pour commencer, comment se porte la vanille de Lifou? Juste pour rappeler, d'habitude, on a toujours parlé de la vanille de Lifou, mais je parle de la vanille des îles en général. D'accord. La vanille des îles en général se porte très bien, puisque cette année, en récolte de vanille, on est arrivé à 6 tonnes de gousses vertes cette année. Donc c'est une bonne production. Bonne production, parce qu'en 2011, on était à 2 tonnes, et cette année, on est arrivé à 6 tonnes. Voilà, donc la vanille des îles est en bonne santé. Avant de poursuivre sur le sujet, la vanille, c'est pas un produit comme les autres. La vanille a aussi une histoire à Lifou. Oui, c'est la vanille, il faut dire que c'est un peu l'histoire qui est arrivée avec l'évangile. C'est ça, les missionnaires. C'est un des missionnaires, McFarlane, qui a emmené dans ses valises une liane de vanille. Et c'est comme ça que la vanille s'est répandue sur Lifou. Alors, est-ce que donc, pour l'exploitation de la vanille, les techniques n'ont pas changé depuis ? Jusqu'à maintenant, les techniques de culture de la vanille et même la préparation de la vanille n'ont pas changé. Il faut souligner que la vanille reste, la préparation de la vanille et la mise en place de la culture de vanille reste toujours manuelle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune machine ou aucun équipement qui peut remplacer la culture et la préparation de la vanille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui seraient intéressés pour avoir, on va dire, de bonnes gousses, pour avoir de la bonne vanille? Pour quelqu'un qui veut se lancer dans la vanille, il faut déjà être passionné. Il faut aimer la plante, parce qu'il faut rappeler que la vanille, c'est une orchidée. Et quelqu'un qui est passionné pour les fleurs, c'est automatiquement la vanille, c'est comme une fleur. Il faut le soigner, il faut l'entretenir, et il faut beaucoup parce que la vanille, c'est une orchidée. Et une orchidée, ça se nourrit avec de la matière organique. Et donc il faut toujours le nourrir, le soigner. Alors, au bout de combien de temps se passe le mariage, par exemple, pour ceux toujours qui seraient intéressés? Ceux qui sont intéressés, donc normalement, à partir du moment où tu mets ton plant de vanille en terre, il faut attendre 3 ans. D'accord. Au bout de 3 ans que la vanille produise des fleurs. Et c'est en mariant les fleurs que 9 mois après, les lianes de vanille donnent des gousses. Voilà. Et autour de la vanille, comment on entretient justement la plante? Autour de la vanille, il faut surtout préparer ce qu'on appelle son assiette. En fait, son assiette, c'est là où on met toutes les détritus. Du bois mort, de la matière organique. Et en fait, c'est la mise en place des assiettes qui est vraiment importante, parce que c'est son assiette. On appelle ça une assiette, c'est son assiette pour se nourrir. D'accord. Et il faut bien le préparer. Alors, avec une liane, par exemple, on peut obtenir combien de gousses? Une liane, la production, tout dépend du nombre de fleurs. Il faut savoir qu'au bout de 3 ans, la première année, disons que sur une liane, en première année, ça va donner une dizaine de fleurs. En deuxième année, le nombre de fleurs augmente. Et suivant la production augmente aussi. Alors tout à l'heure tu as parlé de 6 tonnes, 120 producteurs pour 26 000 pieds. Est-ce que c'est conséquent? Est-ce que c'est assez pour justement produire une bonne production de gousses de vanille? Donc c'est sûr sur les chiffres, donc 26 000 pieds, c'est vraiment un chiffre qu'il faut relativiser. Donc aujourd'hui, il y a
Il y a sur les 26 000 pieds, donc il y a des plantations aujourd'hui qui sont à renouveler, puisqu'il y a c'est des vieilles plantations. Et donc aujourd'hui, il faut relativiser ces chiffres-là. Mais bon, au niveau de l'évolution des plantations, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes derrière qui sont intéressés maintenant et qui se lancent dans la vanille. D'accord, on peut dire que l'avenir de la vanille est en bonne marche, quoi. Est en bonne marche. Moi, le message que j'ai toujours dit aux jeunes, c'est qu'ils viennent toujours visiter la Maison de la Vanille, c'est que je dis que tout le monde ne peut pas, du jour au lendemain, travailler dans les bureaux, devenir professeur. Effectivement. La vanille, c'est une richesse qui est propre à nous, à la province des îles. Et il faut, celui qui veut s'en sortir demain, c'est... Voilà. Donc vous organisez des formations alors au niveau de la Maison de la Vanille à Nassalo. Voilà. Donc nous, la Maison de la Vanille, je rappelle simplement que on est uniquement préparateur. Donc on prépare la vanille, tout ce qui est action de formation. Donc ils sont organisés aujourd'hui par l'EPFIP, qui est l'organisme de formation de la province des îles, et qui justement propose des sessions de formation sur la mise en place d'une vanillerie. D'accord. Est-ce qu'il y a des relations entre, on va dire, des producteurs de la province nord, par exemple, ou de la province sud de la vanille? Est-ce qu'il y a des échanges comme ça, locaux? Ça nous est arrivé d'avoir des échanges comme ça, mais il faut dire que c'est surtout des échanges techniques qu'on a sur la manière de mettre en place une plantation de vanille, de s'échanger tout ce qui est filière technique. Alors, on a parlé justement de la vanille localement. Au niveau de la commercialisation, donc on sait que la vanille est commercialisée en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon également. Comment on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pardon? Donc aujourd'hui, le gros avantage que nous on a sur les fours, on a les touchés de croisiéristes, les paquebots. On a les paquebots, donc nous, c'est un marché qui est très important sur les fous. On a en moyenne une centaine de touchés de paquebots sur les fous. Et à la Maison de la Vanille, c'était des gros clients qu'on a à la Maison de la Vanille. Ça, c'est un avantage. Pour tout ce qui est export, aujourd'hui, la demande, on a tellement une grosse demande sur le marché export que, bien sûr, nous, à la Maison de la Vanille, actuellement, on tourne à 1 tonne de vanille sèche. D'accord. Est-ce que c'est assez? Une tonne de vanille sèche suffit largement à écouler sur le marché local. D'accord. Il faut savoir que sur le marché international, c'est des grosses quantités qu'il faut répandre. Et actuellement, on n'a pas encore assez de vanille à leur fournir. D'accord. Alors pour nos chers téléspectateurs, où est-ce que va se passer justement la fête cette année et qu'est-ce qu'il y aura comme activité lors de cette fête de la vanille à Lifou? Donc la fête de la vanille, c'est un rendez-vous incontournable chaque année. Ça va dérouler cette année du 17 au 19 octobre à la tribu de Mou. Et bien dans sûr, le district de Lossi. Dans le district de Lossi. Et voilà, ça va arriver beaucoup de personnes qui vont arriver puisqu'il y a des packages qui sont offerts par la DIL. D'accord. Et il y a 150 packages qui sont offerts par la DIL. Et bien sûr, la fête de la vanille, il y a tous les aspects qui sont mis en avant, l'animation. D'accord. Les démonstrations, bien sûr, la mise en place de culture de vanille. On a des dégustations culinaires à base de la vanille. On a aussi des animations et bien sûr la Maison de la Vanille qui sera un peu le stand moteur de la fête. De cette fête, je lance un appel à tous nos amis visiteurs. On aura des nouveautés à proposer cette année pour la Maison de la Vanille. Voilà, donc rendez-vous du 17 au 19 octobre à la tribu de Mou, à Lifou pour la fête de la vanille. Daniel Ouadreco, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Allez, on passe tout de suite à notre agenda du pays. Salut Davina, alors code 9 dans l'agenda du pays. Salut Elise et bonjour à vous à la maison. Ben écoute, encore plein de choses à noter, hein, voilà. Comme d'habitude, donc on commence tout de suite avec le festival Santé Nature, donc qui est organisé par l'Association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne en partenariat avec la province Nord.
Eh bien, le but de ce festival, c'est bien sûr de sensibiliser et d'informer la population sur la nécessité de protéger la planète, la nature, l'environnement. Voilà. Donc, en ce sens, il est diffusé un film. Donc, ça fait le tour un peu de l'île, on va dire. Ça a commencé hier à Nouméa et puis ils vont passer ensuite à Pointe-Dimier, Koné, Koumak, Bourail. Hein, pour te faire un petit listing un peu des dates de ce fameux festival. Ils ont au Rex, à Nouméa, pardon, aujourd'hui et demain, à partir de 18 h. Ensuite, ils seront à la médiathèque de Pointe-Dimier le 15 octobre à 18 h toujours. Ils iront ensuite à la médiathèque de Koné le 16 octobre à 18 h. Ils seront au centre culturel de Koumak le 17 octobre à 18 h. Ils finiront leur tournée à Bourail les 28 et 29 octobre, toujours à 18 h. Ensuite, direction la médiathèque de Koné où il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. C'est ça, Elise, il y a énormément d'activités proposées du côté de la médiathèque, donc je vais essayer de vous faire un petit récap. Hein. On va commencer tout de suite avec une séance de lecture proposée aux tout petits. Ça se passera le mardi 14 octobre, c'est ouvert à tous de 8 h à 10 h 30 du côté du dispensaire de Koné. Ensuite, il y aura des animations dans les maisons communes, notamment celle de Poinda où il y aura des réalisations d'herbiers en langue païchi notamment. Et puis du côté de Montfaoué, il y aura un atelier réalisation de bijoux à base de perles avec voilà, pas mal, de 8 h à 11 h toujours pour ces activités. Et puis voilà, c'est ouvert à tous à partir de 5 ans et c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas les enfants. Après, on va parler ça c'était des activités un peu décentralisées, mais il y a aussi des activités qui sont proposées à la médiathèque même. Sur le site de la médiathèque, voilà, c'est ça. Donc mercredi 22 octobre de 14 h à 16 h, il sera proposé des ateliers crochet, voilà, pour les enfants de 15 ans pour apprendre à... C'est toi qui me parlais de ça la dernière fois, tu voulais apprendre à faire du crochet, non? C'est quoi le crochet déjà? Le crochet, c'est quand tu... ce que les d'accord. Tricoter. De la laine, tricoter. Voilà, c'est ça. Ils apprennent ça du côté de la médiathèque. Donc pour les enfants à partir de 15 ans. Et puis il y aura également des ateliers fabrication de bracelets à la mode, là, les fameux avec les élastiques. Là. Pour les enfants à partir de 6 ans. Attention, il n'y a que 12 places, donc il faut que vous vous renseigniez au plus vite auprès de la médiathèque. Et pour finir, donc, il y aura le samedi 18 octobre, pour les plus grands, les ateliers gourmands. D'accord. Des ateliers proposés pour échanger un peu ce que tu as pu lire avec les autres. Et puis, autour d'un café, voilà, c'est pas mal comme concept. Ensuite, on parle, pour continuer, des conférences débats organisées par le Collège des psychologues de la Nouvelle-Calédonie. C'est tout à fait ça, Élise. Donc, le Collège des psychologues organise 5 conférences. Il y en a déjà une qui a été donnée lundi du côté de Ouvéa. Il y en aura une autre qui sera donnée, bien sûr, demain à Touault, au Centre du développement pédagogique. Donc, le thème sera « La violence qui ne dit pas son nom ». C'est de 14 h à 16 h. Ensuite, ils seront à Koné le samedi 11 octobre à la tribu de Konyambo. Et là, le thème abordé, ce sera les conduites à risque chez les jeunes. Hein. Malheureusement, c'est un sujet d'actu de 9 h à midi là, pour Koné. Et puis, on ira ensuite à Nouméa où il y aura du côté du centre culturel Chibao de 18 h à 20 h un autre thème qui sera traité. Transformer la violence en Océanie un an après. Donc, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en un an déjà. Et enfin, ils seront sur les fous à la tribu de Répéné le samedi 18 de 9 h à 15 h. Et là, le thème, malheureusement, c'est le suicide des jeunes en Nouvelle-Calédonie. Il faut en parler. Donc, voilà, c'est le moment. C'est ouvert à tous, c'est en entrée libre et gratuite. Voilà, n'hésitez pas à aller débattre et écouter ces conférences. Et on va maintenant du côté de Koumak. Tout à fait. À Koumak, l'association Rando Raider de Koumak organise une randonnée le samedi 11 octobre. Rendez-vous donc à 8 h. Le parcours, il y en a 2 même. Donc un très facile, donc genre pour moi et Élise, 1 heure de marche. Et puis pour ceux qui savent déjà, qui se sont déjà un peu entraînés, il y a un niveau moyen, 2 h 30 de marche. Le délai pour s'inscrire, c'est, je crois, ce soir, 19 h 30 du côté de la boucherie du Nord. Voilà, donc t'inquiète pas, on se retrouve là-bas. Hein. Oui, ok. Et ensuite, on parle, après le sport, on parle musique, donc plus précisément de jazz, tour en tribu. Tout à fait, donc le Jazz Tour, organisé par la FMI en partenariat avec la province Nord, donc passera à Kouawa, la tribu de Méa, à 19 h, le mardi 21 octobre. Ensuite, ils seront donc à Ponériouin le mercredi 22 octobre, à la tribu de Grand-Du, à partir de 19 h. Ils iront ensuite à Wailou, donc à la plage de Neston à 19 h, à l'occasion du fameux Festival des Moins Grands. Hein. Et puis, ils finiront leur tournée à Lifou du 27 au 29 octobre.
Et voilà, avis aux amateurs de musique et de jazz, donc en particulier, voilà, n'hésitez pas à y aller. Et on continue donc avec un marché aux puces du côté de Tours. Tout à fait, qui sera donc sur le marché communal de Tours, ça se passera là-haut. Le samedi 11 octobre, c'est organisé par l'association pour l'initiative et l'animation de la commune de Tours. Il y aura aussi dans le même genre d'activité la fête du bœuf qui sera proposée donc dimanche 26 octobre. Donc au programme, toutes les activités que vous pourrez découvrir autour du bœuf, notamment il y aura, je crois, le dépeçage à l'ancienne. Et puis il y aura aussi un coin pour les enfants, un coin fête foraine pour les plus petits. Voilà, pour terminer cet agenda, donc il y aura les journées patrimoine proposées donc du côté de la tribu de Wassé à Canala. Tout à fait, donc ça se passera les vendredis 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre à Wassé. Il vous sera proposé durant ces journées des ateliers sculpture, du tressage, il y aura aussi la découverte de jeux traditionnels et puis la visite guidée pour ceux qui le souhaitent de la tribu de Wassé, de ses récifs, de son bord de mer, etc. Il y aura même des expos, il y en a 2 ou 3 qui sont mis en place, et de la musique et puis bien sûr un espace pour les enfants aussi. Voilà, donc merci Davina, merci pour toutes ces informations. On le sait, il y a beaucoup d'informations parce que la semaine prochaine, c'est les vacances. Merci. Merci Élise. Non, à tout à l'heure, même pas. Ah, tout à l'heure pour la rubrique fin mois, c'est vrai. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, donc Anna avait suivi pour nous toutes les étapes de la construction de la case de Wanache, au nord de la Grande Terre, dans la commune de Touo. Et c'était un type de case que l'on retrouve plus sur notre Grande Terre. Et comme matériau utilisé, donc on pouvait trouver la peau de niaouli ou encore le bois de pinus. Mais aujourd'hui, donc on parle toujours de la case, mais cette fois-ci, on parle de la case qui est construite plus aux îles Loyauté. Ok Elise, alors bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors le reportage qui va suivre, il va plus porter sur cette fameuse case ronde là. Ouais. Une case ronde en négoné, on l'appelle Meito, Mwandu en Kharatche. Et puis voilà, je voulais juste insister sur cette particularité de la case ronde, parce que à côté de la case ronde, on a la case dite quadrangulaire là, Ouais. avec les 4 différents angles. C'était juste pour préciser le fait que la case ronde, c'est vraiment une case de chez nous, une architecture, une construction qui émane du savoir-faire de nos vieux, quoi. Tandis qu'à côté, l'autre type de case qu'on vient d'énoncer, là, la quadrangulaire, là, c'est plutôt une architecture qu'on a empruntée aux Polynésiens, on va dire ça comme ça, Élise. Et puis voilà, avant qu'on lance le reportage, Élise, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur l'aspect un peu, entre guillemets, de socialisation qui s'opère un peu autour de la construction d'une case ici au pays, Élise. C'est vrai que l'aspect social que tu soulignes est très important. Donc pour les garçons, surtout, la construction d'une case, c'est des moments assez particuliers et des moments très riches. Oui, Élise, très riche. Je vois ça chez nos frangins et nos frangines qui n'ont pas suivi la voie, la scolarisation, les grandes études ou les formations en institut, tout ça. Il y en a certains de chez nous qui ont choisi plutôt l'école auprès des vieux, l'école en tribu. Et puis, c'est une bonne école aussi. Tu sais comment, Élise, que c'est vrai, c'est une très grande école. Alors justement, Duke, comment on peut parler de socialisation autour de la construction de la case? On dit bien sûr que quand tu as une copine ou quand tu as une femme, avant d'emmener par exemple ta copine à la tribu, il faut déjà construire ta maison. Et donc on parle de cette fameuse c'est case. Vrai, on parle de ces fameuses étapes, de cette fameuse case, Élise. Comme tu le soulignais, ici au pays, surtout sur les îles Loyauté encore, je le vois beaucoup là-bas sur Négoné, tout ça. Dès qu'un jeune homme atteint un certain âge, là, dès qu'il a l'âge un petit peu d'être indépendant, il va se construire une case. Alors cela avec bien sûr l'aide de toute sa famille. Et puis il va se construire une case. Et puis là, la case, elle va jouer un rôle important dans son émancipation, dans son indépendance. Et puis aussi un rôle important dans la construction de sa future famille, on va dire ça comme ça, Élise. Alors la construction de la case, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est très important. Donc on le dit également que le jeune va habiter avec
ses jeunes frères, c'est ça? On va dire qu'il y a une garçonnière également au niveau de la socialisation? C'est vrai que pour les jeunes qui ne sont pas encore en couple, on va dire que voilà, le grand frère qui aura sa case, il va accueillir ses petits frères et puis ensemble, c'est là qu'ils vont loger, c'est là qu'ils vont partager, ça va être l'endroit pour se reposer lorsqu'ils auront fini les longues journées du travail au champ ou des différents travaux qu'on peut retrouver dans le domaine, en tribu, on va dire ça comme ça. Alors, mais où est la place justement de la fille, des femmes dans la construction? Eh bien, Élise, les femmes, c'est vrai qu'ici au pays, on a souvent tendance à mettre des barrières un peu dans le travail, là, mettre des barrières entre, dire que tel ou tel travail est destiné à un homme ou tel travail est destiné à une femme, mais en ce qui nous concerne, ces barrières-là n'ont pas lieu d'être en fait. Pour la construction de la case, nos mamans, nos frangines, elles décident d'elles-mêmes de prendre part au processus de construction. Mais le plus souvent, elles se contentent de rassembler la paille, de mettre cette paille en botte. Et puis là où elles opèrent le plus, c'est derrière les feux, là, parce que la construction de la case, là, ça prend quand même quelques jours, quelques semaines parfois. Et puis c'est toute une équipe, c'est presque toute une armée qui débarque à la maison pour aider le petit frère, aider le frangin à construire sa case. Du coup, il faut nourrir toutes ces personnes-là. Et puis c'est là que les mamans, elles œuvrent, on va dire ça comme ça. Et donc, Duke, il y a une case construite par des personnes originaires de Lifou, au musée de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est justement là que tu t'es rendu avec Alexandre Sicurin. Oui, en fait, on a rencontré au musée de la Nouvelle-Calédonie le grand frère, là, le guide Jeannot. Et puis c'est Jeannot qui nous partage un peu son savoir par rapport à cette case. Alors je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce reportage. Élise, je crois que c'était une case construite par les vieux de Tchaput. D'accord. Voilà. Je vais vous parler de cette case-là. Donc cette case-là, c'est une case d'habitation de l'île de Djehou. Donc elle vient directement de la tribu de Tchaput. Donc c'est une famille qui sont arrivés ici dans les années 84, famille Mahen, je le précise, la tribu de Tchaput, qui sont venus pour construire cette case-là. Donc 2014 aujourd'hui, la case elle a 30 ans. Pour parler des matières, il faut 2 ans à l'avance. Donc 2 ans à l'avance, c'est que la personne doit couper le poteau central, les poteaux du tour, les goélettes et les lianes, tout ça ils vont préparer à la fin. Donc 2 ans maximum. Et l'homme après, quand il va monter sa maison, il y aura toujours une coutume, parce que quand on construit une case, c'est comme si on célèbre la naissance d'un enfant. Donc la personne doit prévenir son oncle. Donc l'oncle terrain est très important aussi. L'homme va monter juste l'ossature de la maison, donc le poteau central, les poteaux du tour, attacher les goélettes. Donc ça, il va mettre au moins 2 semaines maximum. Après, pour la couverture, donc, dans les îles Loyauté, on utilise beaucoup les feuilles de cocotier et la paille. Ici sur la Grande Terre, les murs de maison, c'est fait avec des écorces de niaouli. Mais comme le niaouli ne pousse pas dans les îles Loyauté, donc il y a beaucoup de cocotiers, donc on utilise des palmes de cocotier, les feuilles de cocotier. Donc il y a aussi la paille, et la paille, ça ne pousse pas comme ça, la paille ça se cultive. Donc je précise que la paille ça se cultive. Et donc les gens de Lifou ont couvert la maison avec des feuilles de cocotier, tout partout. Et la paille on va apercevoir juste à la fenêtre, à la porte qui est derrière moi, et au-dessus sur le chapeau de la maison. Donc c'est là où on peut voir que de la paille. Je vais vous parler aussi des fonctions des poteaux, parce que les poteaux dans les cases ont des fonctions, représentent quelque chose. Donc le poteau central dans la case d'habitation représente le papa de la maison. Les poteaux du tour représentent le tonton. Les goélettes, ce sont les petits bouts de bois qui sont là, qui représentent les enfants. Et toutes les lianes qu'il y a à l'intérieur de cette case représentent la maman. C'est elle qui fait le lien entre les familles
et l'éclan. C'est elle qui fait le lien entre l'enfant, le papa et le tonton. Donc la liane, c'est cela, ça représente la femme. Pour parler de la couverture de la case, donc j'ai avec moi là, un objet. Cet objet-là, ça s'appelle une aiguille. En Djéou, on appelle ça le chili. En langue de Nengone, c'est tero. En langue de Iai, c'est sao. Et en langue de Paichi, c'est jido. C'est le nom de la radio qu'on a ici. Donc l'aiguille, c'est un objet qui est important pour la couverture de la maison. Parce que ça permet de coudre. Parce que quand on dit qu'on va couvrir notre maison, on dit on va coudre notre maison. Donc je vais vous faire montrer comment on l'utilise pour avoir un aperçu sur la construction de la case. Donc quand on va couvrir notre maison, on va toujours commencer par le bas pour terminer en haut. Donc on va imaginer, on est arrivé à cette hauteur-là. Donc ceux qui sont à l'extérieur posent les bottes de feuilles de cocotier. Ceux qui sont à l'intérieur, le travail à eux, ils sont juste avec une aiguille. Et ils doivent être attentifs, écouter celui qui est à l'extérieur. Donc celui qui est à l'extérieur va demander de sortir. Donc celui qui est à l'intérieur sort l'aiguille. Quand il veut finir de sortir l'aiguille, celui qui est dehors, il va faire passer une petite liane dans le trou de l'aiguille pour le crochet. Il va me dire de disparaître. Moi je veux disparaître, mais tout en sachant que mon rôle à moi c'est de récupérer la liane, de faire passer en dessous l'autre goélette et de lui redonner le bout. Et il va me dire de disparaître, je disparais. Et il a les deux bouts à l'extérieur, il l'attache, il serre. Et avec, je l'appelle ça un battoir, parce qu'avec ça on va taper sur les feuilles pour les aplatir, comme ça quand la pluie elle tombe, ça glisse. Ça ne fait pas une piscine. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous parler aussi de l'intérieur de la maison. Parce que l'intérieur de la maison, il y a aussi un foyer. Donc, le feu qui est là. Donc, le feu, il est très important pour l'entretien de la maison. Donc, dans le feu, on sait tous qu'il y a la fumée. Donc, la fumée, l'utilité de la fumée, c'est de rester un moment à l'intérieur pour durcir le bois. Donc, il va rentrer à l'intérieur du bois, et solidifier le bois et conserver le bois pour pas que les termites viennent manger le bois. La fumée aussi peut renforcer les attaches. La fumée aussi peut sécher les gouttes d'eau qui traînent entre les feuilles de cocotier. Et la fumée chasse aussi les insectes et la fumée aussi chasse l'humidité. Donc après, dans le feu, je peux parler aussi de la flamme. Aujourd'hui, on a de la chance, on a du courant, on peut éclairer nos maisons avec nos ampoules. Mais le feu aussi, c'était un moyen d'éclairer la maison. Et la flamme du feu aussi, on l'utilisait aussi pour cuisiner en cas où s'il y a le mauvais temps à l'extérieur, comme les cyclones ici en Nouvelle-Calédonie. Après, il y a l'objet qui est là-haut, juste au-dessus du feu, ça s'appelle un fumoir. En Lifou, on appelle ça ipek. C'est avec ça qu'on fait fumer le poisson. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de viande comme le cochon, le poulet, le cerf. Ça n'existait pas en Nouvelle-Calédonie. Donc, ils avaient commencé déjà à créer un fumoir avec une liane pour faire fumer le poisson. Parce que la chair de poisson, en 5-10 minutes, ça y est, c'est cuit. Aujourd'hui, on va dire, on va faire des grillades parce que la matière, le fer, est bien intégré ici à la Nouvelle-Calédonie. Donc, au-dessus du fumoir, c'est l'étagère. C'est là où on range le matériel de chasse, de pêche. Et maman aussi, on laisse les têtes d'igname là-haut, comme ça, ça conserve toujours avec la fumée du feu qui est là. Les casse-têtes, les haches, c'était en manche en bois, donc avec la fumée qui est en bas, ça solidifie, ça conserve. Pour la grande traverse qui est là, qui supporte l'étagère, c'est là aussi où nos mamans, quand elles vont tisser la natte, il y a toujours un début. Quand elle va commencer, elle ne va pas en une soirée terminer la natte. Non, elle va commencer. Après un moment, elle va être à l'extérieur. Quand elle va être à l'extérieur, elle va suspendre cette natte-là sur la traverse qui est là-haut. Pour pas que les feuilles de pandanus s'enroulent et pour rester à l'intérieur de la case pour que la fumée qui est là conserve les feuilles. Voilà pour la case d'habitation. Oleti.
Voilà, c'est vrai qu'à travers cette case, on se rend compte, hein, la construction plutôt de cette case, on se rend compte que justement cette construction est plus qu'une habitation. Et on voit qu'il y a l'aspect symbolique, hein, du tissu social qui est lié un peu comme les gaulettes qu'on voit dans le reportage. C'est vrai, Elise. Alors, pour revenir un peu sur cet aspect social, là, cet aspect un peu socialisateur, un peu, on va dire ça entre guillemets, de la case, là, je voulais juste insister sur le fait que, voilà, pendant la construction, là, la case, elle joue un rôle important pour celui qui va habiter dans la case, mais pour ses petits frères aussi, puis tous les jeunes qui participent à la construction de la case, c'est un moment important aussi parce que c'est voilà, le moment, ce sont des moments où ils vont partager avec les plus âgés. Les plus âgés vont leur partager leur savoir, notamment par rapport aux végétaux qui sont utilisés, à la matière qui est utilisée, ou leur donner les noms de tels ou tels arbres, tel ou tel végétaux. Parce que là, comme moi, tu sais que par rapport à nos langues vernaculaires, là, on perd un peu le nom des arbres, tout ça. Là, quand on se balade en forêt, on se demande comment on dit ça, tout ça en langue de chez nous, quoi. Et puis voilà, ces moments-là, les constructions de la case, c'est des moments importants pour réapprendre tout ça. Et puis aussi par rapport aux valeurs, on parle de valeurs d'intégration par rapport au monde du travail et tout. La construction de la case aussi, elle inculque à tous ces jeunes-là les normes et les valeurs de hiérarchie, puis les normes et les valeurs par rapport au monde du travail, qu'on va dire. Il y a cet aspect communautaire où tout le monde travaille ensemble. Du coup, le travail, on va dire, est bien fait et avance rapidement. C'est vrai, le travail est bien fait. Et puis voilà, on apprend beaucoup de choses auprès des vieux, auprès des mamans, auprès des jeunes du tribu. Comme on disait tout à l'heure, c'est une grande école. Et puis je pense que par rapport à la politique de logement qu'on a ici au jour d'aujourd'hui, ici au pays, là, on parle beaucoup de mettre un peu du côté des couleurs océaniennes dans la politique de logement. Mais je pense que ceux qui dessinent un peu ces politiques-là, ils ont beaucoup de choses à apprendre de nos vieux, et puis des pratiques un peu, non seulement au niveau architectural, mais surtout au niveau socialisation, par rapport à ces chantiers-là qu'on a déjà en tribu. Voilà, Alice. Voilà, donc les jeunes, profitez que nos vieux sont encore là, encore à la maison. D'ailleurs, c'est la bonne école. Merci, Duc. Merci, Elise, et puis merci encore à vous à la maison de nous avoir suivis. Alors, on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, donc l'éducation est notre thématique du jour. Alors, à quel sujet s'intéresse-t-on aujourd'hui ? Bonjour Élise et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser en fait au comportement à avoir en cas de tsunami, Élise, et puis également à ce qu'est ce phénomène. D'accord. Et d'ailleurs, à ce propos, je me souviens la dernière alerte au tsunami qui avait on va dire, déclenché quelques jours des tremblements de terre qui avaient touché justement les îles Salomon. Et ensuite, bien justement, il y a eu cette alerte au tsunami. Et je me souviens bien ce jour-là, ce soir-là, qu'il y avait des tremblements de terre. Donc, on sentait à Vallée du Tiers, là, c'était comme c'était la première fois qu'on ressentait ça faisait un peu peur, quoi. Eh bien oui, c'est clair, hein, la première fois que tu ressens un peu la terre trembler, tu es un petit peu effrayé quand même, hein, ça c'est certain. Hein. Et puis tu te doutes bien que dans ce cas de figure-là, comme pour les cyclones, comme pour les orages et les fortes pluies, eh ben, il faut suivre en tout cas les consignes de sécurité qui sont en général édictées par les autorités, hein, et puis surtout les suivre impérativement parce qu'il ne s'agit pas non plus de risquer sa vie inutilement, Élise. Hein. Ouais, il est même, on va dire, impératif de savoir quoi faire, avoir le bon comportement en cas d'urgence, justement. Alors, qu'est-ce que c'est, pour rappeler un peu, qu'est-ce que c'est qu'un tsunami? Alors, le tsunami, si tu veux, c'est un raz-de-marée, en fait, hein, qui est généralement provoqué par un mouvement brutal du fond de la mer. Donc, ce mouvement brutal, si tu veux, il se produit suite à quelque chose. Donc, c'est suite donc, à un séisme sous-marin, à un mouvement de terrain également sous-marin, ou encore à cause d'une éruption, si tu veux, volcanique, donc sous-marine. Il survient bien évidemment, tu te doutes bien, à n'importe quel moment. Hein, voilà, il peut se déclencher pendant ton sommeil ou en pleine journée. Bref, il est quand même difficile, si tu veux, de savoir quand est-ce que ça va arriver, quoi. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les images durant le tsunami qui avait touché le Japon. Hein, souvent, c'est vraiment énorme comme vague. Hein, quand elle a dévasté justement le Japon, c'était vraiment... effrayant, effrayant, c'était vraiment effrayant. Ah oui, tu as vu ça en quelques secondes. Imagine une vague en Nouvelle-Calédonie, on est très petit par rapport au Japon, franchement, c'est
C'est assez, on va dire... Ça fait peur. Ça fait peur, exactement. Ah oui, t'as vu, en quelques secondes, hein, tout est dévasté. Tout est dévasté, hein. les voitures, on dirait des Legos qui Sans, flottent dans l'eau, les exact. bateaux, les ponts détruits. C'était vraiment énorme ce jour-là. Hein. C'est vrai. On avait tous suivi dans le monde entier d'ailleurs. Hein. C'est clair, c'est clair. Et tu te souviens, nous, le jour où on a eu aussi notre première alerte au tsunami, tu te rappelles, tu parlais du tremblement de terre que tu avais ressenti. Et ben, c'était l'an dernier, en fait. Ouais, c'était l'an dernier. C'était l'an dernier. Je me souviens, les magasins, ils avaient même fermé en fin de matinée. Ouais, sur Nouméa. Il y a des gens qui se sont même retrouvés sur les hauteurs, là, du côté de la FOL. La FOL, oui. Voilà, donc bon, après, on a eu beaucoup de chance, nous avons été épargnés. Mais c'est vrai que c'était suite au séisme, là, qui s'était produit au Salomon. Alors, quelles sont justement les consignes à respecter? Alors, effectivement, en cas d'alerte, hein, il est recommandé et même il est obligatoire. Primordial. Il est obligatoire de s'éloigner en fait des rivages, des embouchures des rivières, et puis de se diriger bien évidemment vers les hauteurs, parce que ça va être sur les hauteurs qu'on va être protégé. Hein. Et puis il faut attendre avant de redescendre. Donc en général, il faut attendre bien 1 heure. Hein. On ne sait jamais si cette alerte se concrétise ou pas en véritable situation catastrophique. Ensuite, si tu veux, il faut aussi observer les choses. Si on remarque par exemple une montée d'eau soudaine ou un retrait subite des eaux, c'est aussi un signe. Tu te souviens à Bali, c'est ce qui s'était produit. Il y avait eu un retrait subit des eaux et ensuite la vague avait déferlé quand même. Hein, et tout détruit sur son passage. Il peut y avoir plusieurs vagues, hein, c'est ça hein? Exactement, il peut y avoir plusieurs vagues, donc de plusieurs mètres de haut, hein, des dizaines de mètres de haut d'ailleurs. Hein, une vague, elle peut faire 10 mètres de haut. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça peut représenter. C'est un mur d'eau carrément que l'on a en face de soi. Hein. Mais donc, dans ce cas-là, il faut bien évidemment prendre ses jambes à son cou et puis courir. Si on est sur un terrain plat, il faut courir le plus vite possible, en tout cas avant que la vague ne déferle. C'est pour ça qu'il faut être très attentif en fait aux signes annonciateurs parce que c'est le seul moyen finalement que l'on a pour prévenir ce risque. Et il paraît qu'il faut aussi observer les oiseaux, les animaux. Les animaux, c'est vrai. Ouais, le comportement des chiens et des chats aussi sont assez annonciateurs aussi de quelque chose d'anormal. D'anormal, ok. Et puis il y a les sirènes, Élise. Ah oui, il y a les sirènes. Justement, des sirènes ont été installées. Combien de sirènes tsunami ont été installées justement sur le territoire? Mais il y en a pas mal en fait. Figure-toi qu'il y en a quand même 62 au total. Elles sont réparties sur 14 communes, hein, un peu partout donc, sur le territoire. Donc au sud, Thio et puis bien évidemment Yaté sont concernés. Au nord, pratiquement toutes les communes de la côte Est, même toutes les communes de la côte Est sont concernées, et même les communes de l'extrême nord, Poum et Bélep. Et puis les 3 îles Loyauté aussi ont des alarmes sur leur territoire. Voilà, et dans le cas où ça arrive, faut surtout pas que la vague, justement, faut surtout pas attendre que la vague arrive. Il faut réagir, quoi. Il faut pas grimper, d'ailleurs, sur un cocotier, vu qu'il y en a plein ici également. Ouais. Et puis, il faut surtout pas retourner au port si vous êtes en mer. Hein. Il vaut mieux rester en mer. Je pense que c'est plus sécurisant, on va dire. Exactement, Élise, tu as tout à fait raison. Et surtout, il faut aussi éviter de jouer les curieux. Ah oui, parce que, voilà, dans ce genre de situation, c'est très peu recommandé et c'est vraiment très, très imprudent de le faire. Il faut, se protéger le plus rapidement possible, se diriger vers les hauteurs, rejoindre les refuges qui sont normalement installés pour l'occasion, quoi. Alors, il faut savoir qu'un tsunami se déplace plus vite qu'un avion, Élise. C'est quand même assez effrayant. Et puis, il peut effectivement durer plusieurs heures. Donc c'est pour ça qu'on demande d'attendre lorsqu'on est en sécurité en hauteur avant de redescendre. Il faut attendre vraiment que le phénomène se calme. Et d'ailleurs, tu vas nous montrer un petit reportage qui a été fait à l'école par rapport à Exactement, parce que figure-toi que dans les écoles primaires, en fait, il y a des actions de prévention qui sont donc organisées pour expliquer en fait ce qu'est ce phénomène donc aux enfants, et puis aussi pour qu'ils prennent conscience, si tu veux, de la gravité aussi de la situation et du phénomène. Donc moi je te propose qu'on aille du côté de la côte Est, on va se rendre dans une école de tout haut. Grâce à Aurélie Chiron, nous allons découvrir le reportage. Vous allez bien? Alors moi je m'appelle Olivier et voilà, je suis venu avec Lola et tous les deux on est de la Croix-Rouge. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Croix-Rouge? C'est vrai? En fait, la Croix-Rouge, c'est une association qui est là pour aider les gens dans différents domaines, que ce soit pour donner de la nourriture aux gens, que ce soit pour les aider, avec des vêtements par exemple,
ou venir pour le secourisme. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on est là? Ouais, pourquoi alors on est là? Ouais, pour parler du tsunami. En fait, on est venu aujourd'hui pour vous parler des risques naturels qu'on a en Calédonie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un risque naturel? Ouais, le feu, super. Le cyclone. Vous en avez plein. Les volcans. Et ouais, c'est tous les dangers qui viennent de la nature. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, quand il y a beaucoup d'eau, quand il pleut, qu'il y a beaucoup d'eau. Oui? Ouais, super, l'inondation. Et le dernier? Et le mouvement. Ouais, super. Et le mouvement de terrain. Et donc aujourd'hui, on est venu avec Tipwen. C'est notre mascotte. On vous a ramené un livret. Et donc dans ce livret, vous avez tous les risques que vous avez en Calédonie. Donc par exemple, ici là pour le séisme. Donc vous avez une petite histoire vraie pour vous présenter le danger. Et vous avez des jeux. Si jamais vous ne trouvez pas les réponses aux jeux, vous pouvez demander à votre maître. Voilà, il pourra vous dire. Donc après, vous avez des petites conduites à tenir. Alors des conduites à tenir, qu'est-ce que c'est? Donc en vert, vous avez ce qu'il faut faire pour vous protéger du danger. Et en rouge, voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et à la fin de votre livre, vous avez des petites affiches comme ça. Comme ça, ceux-là, vous allez pouvoir les découper et les coller à la maison si vous voulez. Comme ça, vous allez pouvoir en parler à vos frères et sœurs. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'on va aller jouer à l'île au risque. Et après, on va aller voir la maquette qui est dehors, avec l'eau, et on va reproduire un tsunami. Alors, qu'est-ce que vous voyez au fond de l'océan? Là, vous voyez les fonds marins? Oui. Donc ça, on va imaginer que c'est le sol sous l'eau dans la mer. Oui, oui. Oui, le sable. Donc là, regardez ce qui va se passer et vous allez m'expliquer ce que vous voyez juste après. Ça marche? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a été touchée, notre maison? Non. Alors, pour vous protéger du tsunami, où est-ce que vous allez vous mettre? En montagne. Si vous n'avez pas de montagne, où est-ce que vous allez aller? Sur le bateau. Là, t'es sur la plage. Sur le village. Le village? Mais le village. Alors, regarde, il est où le village? Ouais, voilà, vous allez aller le plus loin possible de la mer. Votre danger il vient de la mer, vous allez vous en écarter. Vous voyez sur la maquette, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une seule vague qui est arrivée sur le village? Oui. Et c'est laquelle qui a tout détruit? C'est la dernière? La première est toute petite. Celle-ci c'est un peu effleurée. La dernière. Ouais, et donc c'est pour ça. Donc, quand vous montez, quand vous faites vos exercices, les maîtres, le directeur, ils attendent d'avoir les consignes comme quoi c'est fini. Donc là c'est des exercices, mais ils peuvent redescendre. Donc là c'est pareil. Vous, il faudra attendre qu'il y ait des secours qui passent par exemple vous chercher. Ou alors, si vous avez une radio, vous pouvez entendre, ça y est, l'alerte tsunami, et puis vous pouvez retourner chez vous. Les tsunamis, c'est un danger qui existe. Hein. C'est un risque qui est assez nouveau dans la conscience collective. Et par exemple, on voit que cette école est à 3 mètres de la mer. Il y a déjà eu des alertes tsunami par le passé. Donc heureusement, il n'y a pas eu de vague au final. Mais voilà, il faut connaître les consignes de sécurité, savoir qu'il faut évacuer sur les hauteurs et attendre la fin de l'alerte sur les hauteurs. Et pour le feu de brousse aussi, il faut vraiment faire attention, bien contrôler son feu et l'éteindre avant de partir. Ça, c'est vraiment des consignes de base qui permettent de protéger la Calédonie et toutes ses richesses. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous tombez sur une case bleue. Alors les cases bleues, c'est ça, c'est des questions. Après, tu vas tirer une carte, tu vas la lire à voix haute, et les deux équipes, vous allez chercher la réponse dans le livre. Et la première équipe qui va donner la réponse, bah, son équipe relance le dé. Ça marche? Vas-y. Les enfants réagissent en général très bien à nos interventions, ils participent énormément, ils sont très, très attentifs et c'est vrai que c'est un moyen pour eux d'apprendre tout en jouant et sans s'en apercevoir, donc c'est vrai que ça passe toujours bien auprès des enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui?
qu'est-ce que vous avez retenu sur les risques naturels? Cyclone, océan. Rappelez. Cyclone, tsunami. Mac 3, vous avez dit 6. Alona. Mouvement de terrain. Tsunami. Et tremblement de terre. D'accord, très bien. Voilà donc un reportage d'Aurélie Chiron. Donc on le voit bien, on ne peut pas arrêter l'eau. Elle dévaste tout sur son passage. Et puis en tout cas, la maquette a été bien réalisée. Donc on a bien compris, même les enfants ont bien compris qu'il faut se mettre en hauteur pour ne pas être touché par la vague. Ben oui, hein. Donc c'est voilà, une première façon de les éduquer, ma foi, au risque que peut représenter le tsunami. Et tu sais combien de vitesse peut aller une vague, en fait, une vague de tsunami? Combien? 800 km/h, Élise. Ah d'accord, donc il faut courir vite là. C'est pour ça qu'il faut courir avant, avant que la vague n'arrive. Voilà, donc on croise les doigts pour ne pas revivre ce qui s'est passé donc à Lifou il y a 125 ans. Donc on était bien sûr pas nés, je pense que c'était le 28 mars 1875. Donc un tsunami avait fait 25 morts donc à Lifou. Et puis cette année-là, donc une vague de 5 mètres de hauteur avait dévasté donc le sud-est. Et aussi il y avait un raz-de-marée provenait donc d'un tremblement de terre survenu quelques minutes plus tôt, donc des îles de Tanna, donc au Vanuatu. Et puis aussi une autre date à retenir en 1951, donc c'était à Ouvéa qu'on avait dénombré 2 morts, donc une vague a envahi le nord de l'île, toujours en provenance bien sûr du Vanuatu. On rappelle que les alertes au tsunami viennent et sont gérées exclusivement du Haut-Commissariat. Et c'est comme pour, on va dire, les alertes cycloniques. Exactement, c'est vrai. Et on comprend pourquoi, Élise, puisque comme il y a des décisions à prendre par rapport aux évacuations ou par rapport aux fermetures d'écoles ou de lieux publics, et ben voilà, cette décision-là, elle ne peut être prise que effectivement par le Haut-Commissariat. Alors, si tu veux, il y a une autre info qui est importante, c'est que si toutefois on veut suivre l'évolution d'une situation, et ben en Calédonie, on ne peut pas se connecter. Enfin, on ne peut pas suivre cette situation sur le site de Météo France. D'accord. Parce qu'en fait, comme il ne s'agit pas d'un phénomène météorologique, il s'agit en fait d'un phénomène atmosphérique, enfin d'un phénomène géologique. Par d'autres structures alors. Exactement. On peut suivre, si tu veux, ce qui se passe en se connectant à d'autres sites internet. Donc, on va les donner à nos chers téléspectateurs. On peut suivre l'évolution d'un phénomène de ce type-là sur le site de l'IRD, sur un site qui s'appelle PTWC, pour Pacific Tsunami Warning Center d'Hawaï, ou bien sur un site qui s'appelle ITIC, pour International Tsunami Information Center. Voilà. D'accord. Et donc, pour une petite précision, qu'est-ce que ça veut dire, tsunami? Alors, en japonais, tsu veut dire port et nami veut dire vague, Élise. Voilà, donc vous savez tout sur ce que c'est que le tsunami. Merci Marie-Hélène. Peut-être un petit slogan pour terminer, pour parler de tsunami. Oui, une petite phrase choc à retenir à jamais. Si ça bouge, casse pas la tête. Tu bouges. Voilà, donc voilà pour le tsunami. Moi, je dirais plutôt sauf qui peut. Voilà, merci Marie-Hélène de nous avoir parlé de tsunami. On fait donc une petite brève formation. Donc pour terminer cette chronique, on fait un point sur les formations à l'attention des demandeurs d'emploi dans le domaine de la maintenance. Il y a également des possibilités. Oui, Élise, alors il y a une formation qui est donc prévue pour les personnes qui souhaitent devenir techniciens de maintenance mécanique et d'automatisme industriel. Voilà. Alors justement, quelles sont les fonctions de ce technicien? Alors ce technicien-là, il va contrôler, il va détecter les pannes, il va aussi effectuer, si tu veux, des diagnostics sur des équipements électroniques, électriques ou bien mécaniques. Et puis il va aussi chercher à optimiser la sécurité de ces matériels et puis aussi à augmenter leur performance. Alors pour postuler, Élise, il faut avoir un niveau bac pro, maintenance des équipements industriels ou être titulaire d'un bac professionnel en maintenance
en mécanique, en électricité ou en électrotechnique. Alors, connaître les termes techniques en anglais est souhaité. Quand et où se déroule cette formation? Alors, cette formation, elle se déroule à l'ETFPA du côté donc de Bourail. Pour les dates, donc la formation débutera du 1er décembre au 12 février 2016, donc un petit peu plus d'un an. Il faudra vous organiser et être disponible. Et la capacité d'accueil est de 15 places, Élise. D'accord. Il y a aussi une formation concernant le constructeur professionnel en voirie et réseau. Exactement. Pour ceux qui veulent exercer ce métier, c'est possible. C'est un métier qui fait partie donc, du secteur du bâtiment et des travaux publics, Élise. Alors, pour ceux justement qui seraient intéressés, en quoi consiste ce métier? Alors, le constructeur, si tu veux, professionnel en voirie et réseau, il va donc être chargé de la réalisation, si tu veux, des travaux de construction, de réparation ou d'entretien des routes. Et puis, voilà, il peut être amené à construire, par exemple, des bordures, à réaliser des aménagements urbains ou bien à réaliser des caniveaux. C'est très utile pour l'évacuation des eaux, n'est-ce pas? Des eaux usées et des eaux de pluie. Pour la partie réseau, justement, c'est lui qui va être chargé, si tu veux, d'enterrer tous les raccordements pour l'eau potable et les eaux usées. Alors, quand est prévue cette formation? Cette formation-là, elle débute le 27 octobre, Élise, et elle se terminera donc le 13 mars 2015. Alors, il faudra donc se rendre sur le plateau technique en fait de la tribu de Baco pour suivre justement cette formation. Et il reste 5 places, Élise. D'accord, voilà. Et il y a une autre formation pour devenir maçon. Exactement. Donc, pour devenir maçon, il faut avoir quand même un minimum de formation, Élise. Il faut avoir en fait un CAP, BEP, donc en construction, bâtiment, gros œuvres. Voilà. Ou sinon avoir un niveau 3e. Mais il faut savoir aussi que les personnes qui n'ont pas le diplôme mais qui ont l'expérience sont bien évidemment les bienvenues. Ça sera l'occasion de décrocher le fameux diplôme et puis d'exercer la profession tout en étant formé. Alors, quand se déroule cette formation? Alors cette formation-là, elle se déroule donc du 27 octobre au 7 août 2015, toujours à la tribu de Baco sur le plateau technique. Donc il reste 6 places, Élise. D'accord. Et il y a une autre formation sur l'agent logisticien dans le secteur du transport et de la logistique. Oui, alors la logistique, Élise, on le sait, c'est ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises donc, dans une entreprise. Donc l'agent logisticien va être chargé justement de vérifier, si tu veux, l'entrée et la sortie de ces marchandises-là. Il va également gérer le stock, il va également vérifier la marchandise qui est entrée dans l'entreprise. Alors les secteurs concernés par ce type de métier sont donc les secteurs de la mécanique, du pharmaceutique ou bien de l'alimentaire, Élise. Et est-ce qu'il y a besoin de diplôme? Oui, alors en fait, si tu veux, les personnes sans expérience et sans diplôme peuvent bien évidemment postuler. Sinon, les titulaires d'un CAP, d'un BEP en magasinage, en emballage ou bien en distribution et en vente sont bien évidemment les bienvenus. La formation va se dérouler donc du côté de Bourail à l'ETFPA du 29 octobre au 3 avril 2015 et il y a une capacité, donc il reste plus qu'une place, donc dépêchez-vous. N'hésitez pas. Et on continue avec le CEDOP, donc les demandeurs d'emploi peuvent participer à une session d'orientation professionnelle connu sous le nom de, je l'ai déjà dit, le CEDOP. Oui, c'est ça, Élise. Alors, il s'agit effectivement d'une session qui est très intéressante, Élise, puisqu'elle va permettre, en fait, à la personne qui souhaite aller vers l'emploi, mais qui ne sait pas encore vraiment quel poste occuper, définir un petit peu son projet professionnel. Donc, il y a des méthodes qui existent pour cela. Donc, il va, éclaircir, si tu veux, un petit peu tout ça avec les professionnels. Et puis, trouver peut-être sa voie. D'accord. Et dans certaines formations, il y a des modules de sensibilisation. Est-ce que tu peux nous dire lequel ? Alors, ça concerne effectivement de la sensibilisation donc de le domaine de l'environnement. Il y a une sensibilisation, par exemple, à la préservation de l'environnement, une sensibilisation à la santé au quotidien et puis une sensibilisation aussi à la citoyenneté. Donc, les participants, en fait, ce sont ceux qui vont être désignés, on va dire, par les structures dédiées à l'emploi. Il faut avoir été repéré par les conseillers, en fait, des MIJ, des missions d'insertion des jeunes, ou bien de Cap Emploi. Et puis, il faut savoir qu'ils peuvent recevoir aussi une indemnisation pendant cette formation. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la DEFIJ, donc un numéro qu'on connaît par cœur maintenant, le 47 72 27. Voilà, pour rappel, pour postuler aux formations organisées justement par la province Nord, il faut être résident de plus de 6 mois en province Nord et être inscrit sur la liste électorale spéciale. Merci Marie-Hélène. Avec plaisir, Élise. Au revoir.
Allez, on retrouve notre rubrique fin bon. Alors, Davina, qu'est-ce qu'il y a à la carte du restaurant de NCTV aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur la table de NCTV, je propose qu'on parle du foie gras. Ok. On s'intéresse au foie gras. Donc le foie gras, c'est quoi? C'est l'oie ou le canard que tu vas engraisser, mais pas à n'importe quel moment. Donc 14 jours en moyenne, ou 14 à 10 jours, 12 jours avant l'abattage de l'animal, eh bien, tu vas le gaver intensément. Ça va permettre d'engraisser, pas que le foie d'ailleurs, tout l'animal. Hein. Et puis ça va donner les produits que tu vas, comme le foie gras, tu vas retrouver aussi, ça va donner le magret, le confit de canard, tout ça, donc voilà, grâce au gavage des animaux. Et depuis quand date justement ce principe de gavage? Depuis quand on mange du foie gras? Alors on sait que depuis le temps des Égyptiens, déjà, on gavait certains palmipèdes, dont l'oie, et on les nourrissait intensément de petits granulés qu'il y avait à l'époque, petits trucs qu'on leur donnait, humidifiés pour les aider à s'engraisser un peu plus vite. Et puis la pratique s'est poursuivie durant la Grèce antique et puis sous l'Empire romain aussi. Donc tu vois, la pratique le foie gras, c'est un produit très ancien. Et puis pour faire une petite note, tu sais que dans la loi française, le foie gras fait partie du patrimoine culturel de nos amis français. Est-ce que tu le savais? Oui, je savais, puisque les Français sont d'ailleurs les premiers producteurs de foie gras au monde. Tout à fait, ce sont les premiers producteurs, mais il n'y a pas que qui produisent du foie gras. Il y a aussi nos amis de Bulgarie, de Hongrie, ainsi que d'Espagne. Il y a même nos amis chinois qui produisent aussi du foie gras. Voilà. On sait aussi que au niveau mondial, c'est le foie gras de canard qui est le plus produit. Bon, on pourra manger du foie gras partout. Tout à fait, mais pas tout à fait partout. Tu sais qu'il y a des pays dans le monde qui interdisent donc la consommation et même la production de foie gras. Ils sont contre le gavage intensif d'animaux. D'accord. Et justement, en parlant de consommation, comment on peut le préparer ce foie gras? Alors j'ai peut-être un élément de réponse pour toi, Élise. Je te propose déjà qu'on regarde pour commencer ce petit reportage de notre collègue Mara Lourde. Elle est allée filmer pour nous la tarte au foie gras, c'est tout de suite. Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une tarte aux pommes et au foie gras. Pour ce faire, nous aurons besoin de quelques ingrédients que nous allons présenter durant la recette. Donc nous allons commencer déjà par les cuissons. Donc nous aurons besoin de 200 g de petits oignons grelots que nous allons mettre dans une casserole. Nous allons incorporer approximativement 2 décilitres d'eau. Ajouter approximativement 10 g de beurre, du sel, 2 pincées de sucre et poivre du moulin. Maintenant, nous allons à la gazinière pour cuire tout ça. Et donc, nous allons cuire nos oignons jusqu'à coloration pour qu'ils soient bien caramélisés tout autour. Entre-temps, nous allons éplucher notre ail et le tailler finement. Ensuite, nous allons poêler nos cèpes. Donc nous aurons besoin encore d'un petit peu de beurre, notre ail haché, le sel et le poivre. Donc nous allons mettre un petit peu de sel sur nos cèpes, 2-3 tours de poivre du moulin et nous allons donc poêler nos cèpes à la gazinière. Nous allons mettre un petit peu de beurre, le faire fondre pour qu'il soit mousseux. Quand le beurre frémit, nous allons donc ajouter nos cèpes.
et notre ail. Et là, nous allons cuire jusqu'à coloration. Voilà, pendant le temps que les cèpes vont colorer, nos oignons compotent doucement pour qu'ils soient bien glacés. Là, on va compter à peu près 20 bonnes minutes de cuisson pour les rendre bien à l'état d'oignons caramélisés. Là, nous allons pouvoir retirer nos cèpes. Pendant ce temps, nous allons éplucher nos pommes, à l'aide donc d'un économe. Et donc, enlever les pépins. Ensuite, nous allons les tailler en quartiers. Et maintenant que nos ingrédients sont préparés, nous allons passer au montage de la tarte tout en allumant le four pour le préchauffer. À une température de 170. Donc pour le montage de la tarte, nous aurons besoin d'un patron que nous allons appliquer sur notre feuilletage et donc détailler nos cercles pour faire nos tartes. Donc maintenant, nous allons prendre notre œuf et séparer le jaune du blanc pour faire la dorure. À l'aide d'un pinceau, nous allons appliquer notre jaune sur notre tarte. Et piquer au centre pour éviter que le feuilletage monte trop à la cuisson. Une fois cette opération faite, nous allons prendre nos petits oignons caramélisés, les placer au centre de la tarte. Nous allons faire de même avec les cèpes. Et ensuite, placer nos quartiers de pommes. Une fois terminé, nous allons placer la plaque au four pour approximativement 15 minutes de cuisson. Pendant la cuisson de la tarte au four, nous allons donc préparer notre foie gras. Donc nous allons prendre notre lobe et le tailler en escalope. Donc le séparer en deux. Donc nous allons tailler 4 tranches. Que nous allons assaisonner
Donc comme la poêle est bien chaude, nous allons pouvoir poêler nos foie gras. Donc bien les colorer des deux côtés. Et une fois la cuisson terminée, donc les débarrasser sur une assiette. Donc maintenant que nos tartes sont cuites, nous allons les sortir du four pour finir notre tarte au foie gras avec nos escalopes. Donc nous allons prendre nos escalopes, les placer délicatement sur notre tarte. Et pour finir, nous allons mettre une belle pluche de persil plat. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà Élise, ça c'était une des propositions de recettes que tu peux faire avec le foie gras, mais il n'y a pas que ça bien sûr. Tu peux aussi le préparer en salade par exemple, tu le coupes en dés et tu le rajoutes à tes légumes, ça donne une autre dimension aux salades. Tu peux aussi le préparer en amuse-bouche, sur les mini brochettes, sur des petits canapés, sur les canapés. Tu peux aussi le préparer en crème ou en sauce. Tu sais que le foie gras il fond et puis il se mélange un peu à la sauce, c'est pas mal, c'est assez intéressant comme recette, on va dire. Et puis, bien sûr, il est consommé au moment des fêtes de fin d'année. Voilà. Je sais pas toi, mais nous, on le mange en entrée à la maison. Donc voilà, il est également consommé chaud. Il peut être consommé en escalope, notamment l'escalope de foie gras aussi. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en termes de recettes. D'accord. Et au niveau de sa conservation, le foie gras se conserve bien ? Alors ça dépend après de comment tu prends le foie gras. Si tu le prends cru, il ne se conserve pas très bien. Il faut que tu le prépares tout de suite, que tu le consommes de suite. Mais après, si tu le prends mi-cuit, là tu peux le conserver un petit peu plus longtemps, quelques jours, quoi. Vraiment, si tu veux le conserver plus longtemps, il faut que tu le prennes cuit. Et c'est comme ça que tu le trouves le plus souvent en grande surface, c'est cuit. D'accord. Donc là, tu pourras le conserver facilement quelques mois dans ton placard, pas de souci. Et parmi les différents produits mis en vente, comment on fait son choix ? Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs produits différents qui sont faits avec du foie gras que tu retrouves. Moi aussi, je suis perdue quand je vais en grande surface. Après, on me dit que ça dépend de ce que tu veux en termes de texture, en termes de goût. Ce que tu veux vraiment, ça va déterminer ce que tu vas choisir en magasin. Donc, je sais que tu vas trouver le foie gras entier déjà. Là, c'est le foie entier, c'est maximum 2 foies différents qui sont mélangés. Donc après, tu as le foie gras tout court, c'est l'assemblage de plusieurs foie gras qu'ils ont mis ensemble. Après, tu auras aussi les blocs, donc tu as les blocs de foie gras normaux, là, c'est plusieurs foie gras que tu auras émulsionnés ensemble. Ou sinon, tu auras les blocs de foie gras avec des morceaux, donc là, c'est émulsionné, après c'est refroidi, ils rajoutent à la fin des petits dés de foie gras pour qu'il y ait quand même de la matière quand tu manges, quoi. Et puis, tu vas bien sûr retrouver aussi la mousse de foie gras, ça c'est assez gras. Et le pâté de foie, là, c'est 50% seulement de foie gras. D'accord. Si vraiment tu veux retrouver un peu plus de goût, il faut que tu prennes le parfait de foie gras. Là, c'est 75% de foie gras dans le bocal. Bon, voilà. Merci Davina pour toutes ces précisions. Maintenant, on aura donc on va dire toutes les astuces pour choisir notre foie gras. Bon, on te dit à demain pour l'agenda du pays. Ok, Lise, à demain et merci à vous à la maison. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous.
Bonjour Anna, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour Élise et bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme. Tu avais reçu il y a quelque temps un invité pour parler sur ce thème-là. Alors juste un petit rappel, l'autisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un trouble de la personnalité qui apparaît dès l'enfance et puis qui va se caractériser souvent par un repli sur soi, et puis des troubles du langage, un désintéressement par rapport à son entourage, on s'isole. Et puis un besoin aussi de maintenir son environnement matériel exactement à l'identique. Alors, peux-tu nous donner quelques chiffres sur cette maladie? Selon les statistiques reconnues au niveau international, eh bien, en France, il y aurait 650 000 personnes atteintes par cette maladie. En ce qui concerne la prise en charge, il faudrait que le dépistage se fasse précocement, assez tôt, pour que ce soit vraiment efficace. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie cette fois-ci, eh bien sur 4400 naissances, il y aurait 30 enfants qui seraient atteints par l'autisme. D'accord. Et puis là, cette fois-ci, avec des statistiques qui nous ont été transmises par l'Institut de l'autisme, il y a 80 enfants qui ont été recensés, mais uniquement sur la province sud. Nous n'avons pas de données pour les provinces nord et îles. Alors, peux-tu nous dire à quoi est due cette maladie? Eh bien, Élise, aujourd'hui, les causes restent encore mystérieuses. On ne sait pas si c'est dû à des facteurs psychologiques, génétiques ou encore environnementaux. Cependant, il y a des chercheurs qui ont fait des recherches et eux, ils ont penché plus sur le côté psychologique, ils ont creusé plus de ce côté-là. Et donc, ils ont fait des recherches sur le périmètre crânien d'un enfant autiste à la naissance et jusqu'à le développement un peu sur plusieurs mois. Et donc, il a été constaté que la taille de la tête était plus petite que la moyenne à la naissance et que le cerveau, lui, connaissait une phase de développement qui était plus accélérée par rapport à la normale. Donc, les chercheurs continuent de rechercher d'autres pistes possibles. Alors, comment on reconnaît justement un enfant autiste? Juste un petit détail, il faut le savoir que l'autisme touche plus souvent les garçons que les filles. On ne sait pas pourquoi. Et puis, les premiers signes sont assez faciles à reconnaître. On peut avoir des troubles de communication, donc le langage est embrouillé. Il y a aussi des troubles du comportement. Je disais tout à l'heure qu'il s'isole, mais il y a aussi une répétition dans les gestes. Il fait souvent le même mouvement. Par exemple, le balancement comme ça, de la tête en avant. Voilà, il fait souvent ce mouvement-là. Et puis, voilà, il s'isole, il rejette un peu les activités de groupe. Alors, donc tu vas nous emmener justement dans l'Institut pour voir ça. Oui, voilà, un de nos journalistes, Duke Menongo, a été rendre une petite visite du côté de l'Institut de l'autisme qui se situe au Mont d'Or. Et si tu veux bien, nous allons regarder son reportage. Les enfants ici, ils sont divisés en 5 unités de vie par tranche d'âge. Et sur chaque unité de vie, il y a un éducateur spécialisé, un moniteur éducateur et un auxiliaire de vie sociale. Par-dessus ces professionnels de la prise en charge éducative viennent les différents thérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, kinés, psychologues, mais aussi enseignantes spécialisées, assistantes sociales et infirmiers, qui vont réaliser des prises en charge pluridisciplinaires sur les unités de vie et faire également des prises en charge individuelles. Tout l'établissement a été pensé pour la prise en charge de ces enfants présentant des troubles autistiques, puisqu'il faut savoir qu'ils ne perçoivent pas le monde comme nous et que les informations leur arrivent différemment. Ainsi, on a des murs qui sont relativement neutres, des couleurs qui ont été choisies en fonction, des lieux qui sont repérants, ni trop grands, ni trop petits, et du matériel qui est vraiment adapté. C'est en ça que l'Institut spécialisé autisme est vraiment unique en son genre et que tout le projet a été monté pour ces enfants-là. Je dirais qu'il n'y a pas un enfant autiste
il y a autant d'autisme que d'enfants autistes. Ce dont on se rend compte le plus ici, depuis l'ouverture, c'est que chaque enfant est très spécifique et ces problématiques sont vraiment particulières. De façon classique, il peut y avoir les problèmes de socialisation, les problèmes de langage, les problèmes de gestes répétitifs, qu'on appelle stéréotypés, des hyper- et des hyposensibilités à tous les éléments de l'environnement, des retards dans l'apprentissage. Voilà, tout ça, c'est des facteurs qui permettent aux professionnels de diagnostiquer qu'un enfant peut avoir des traits autistiques. On va s'adapter à ces spécificités et donc on va mettre en œuvre ici des prises en charge individualisées. Donc chaque enfant a un projet personnalisé et ce projet personnalisé va aboutir à un planning individuel. Donc ici on a autant de planning que d'enfants. Donc voilà, on a 30 plannings différents et c'est vraiment la difficulté, mais c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien et qu'on a des résultats qui sont vraiment intéressants. Pour ma part, j'ai un rôle de soutien aux équipes, à l'équipe éducative, notamment pour ce qu'on a mis en place, donc ce qu'on appelle la boîte à outils. Donc c'est un outil créé par l'Institut où à l'intérieur on peut piocher différentes stratégies, donc notamment les stratégies éducatives. Alors à l'intérieur de la boîte à outils, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc on va y trouver des aides, notamment pour aider tout ce qui est sur l'environnement, sur le temps, parce que les autistes, ils ont énormément de difficultés à apprécier tout ce qui est spatio-temporel, donc le repérage de l'espace, le repérage du temps. Donc à l'intérieur de cette boîte, on va trouver justement des outils qui vont nous permettre d'aider ces enfants dans ce repérage spatio-temporel. On va trouver aussi énormément d'outils pour tout ce qui va être activité pédagogique et cognitive, donc apprentissage des couleurs, etc., mais qui vont aussi nous permettre d'aider ces enfants d'avoir un comportement élève. C'est pas le but premier certainement de l'Institut, mais ça va leur aider à apprendre de nouvelles compétences. On va y trouver aussi tout ce qu'on appelle ici séquentiel. Donc par exemple sur un lavage des mains, vous savez pertinemment qu'il y a différentes étapes et on va créer justement des aides visuelles parce que les enfants autistes, ils ont une meilleure compréhension visuelle que verbale. Et ça va vraiment leur permettre de décomposer toutes les étapes du lavage des mains, par exemple, des toilettes, de la mise des couverts, etc. Donc, dans cette boîte à outils, on retrouve tout ça. C'est vraiment pour les aider à apprendre de nouvelles compétences. Allez, l'autre chaussette. Oui, Nolan, on va rentrer. Tiens la photo. Allez, on y va. Viens. Viens. On va ranger les valises. C'est des encastrements, c'est pour apprendre déjà les différentes formes. Parce qu'après, en vue de la scolarisation, elle devra aussi apprendre les formes. Super, bravo. Oui, bravo, Dil. On continue. Oh, regarde. Waouh, les scratchs. Non, tu veux pas? Tu veux faire quoi? Regarde, regarde. Regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, l'encastrement. Allez, tiens, tu prends? Allez. Ça, c'est pour travailler aussi la motricité fine, donc le travail avec les doigts. Voilà, hop. Tu mets Odile? Le canard? Oui, bravo Odile, le canard. Et ça? Le ballon? Tu mets le ballon? Bravo! Continue? Super Odile, bravo! Oui, c'est fini, tu mets dedans? Tiens, mets dedans. Je fais beaucoup de guidance gestuelle pour lui montrer. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Ça? Oui?
Ok. Donc elle essaie de faire oui de la tête. On lui a appris aussi à... Tiens. Allez, on continue. Tiens. Super. Odile, c'était une enfant qui restait pas du tout à table au tout début. Donc là, franchement, oui, bravo Odile. L'autre côté, Odile. Tiens. Donc là, elle a beaucoup progressé dans ce sens-là. Oh, les petites abeilles. On fait les petites abeilles. Tiens. Non, tu veux pas? Ah bah tu veux pas, mais tu fais. C'est bien, Odile. Super, bravo, c'est fini. C'est bien. Travailler, c'est fini, Odile? Travailler, c'est fini? Oui, c'est fini. Elle fait le geste macaton comme ça pour dire que c'est fini. Allez. Alors au début, elle ne savait pas du tout communiquer. Donc on lui a appris ce qu'on appelle le macaton. C'est des gestes en fait pour faire ses demandes, pour communiquer. Et donc elle a tout appris ici. Donc on a commencé par des gestes, on va dire des besoins comme manger, boire et tout ça. Et donc voilà, maintenant, du coup, elle aime bien puisqu'elle se fait comprendre, quoi. Donc des gestes simples et du coup, même pour les photos, on a mis exprès les photos pour qu'elle fasse des demandes. Donc comme elle vient de faire, là, elle a cherché les Legos, elle m'a demandé la photo des Legos pour que je lui donne, quoi. Voilà. Et oui, la piscine à balles. Ouais. Allez, ben on va faire un tour à la piscine à balles. Là, on a fait un travail éducatif en individuel et du coup, ben, pour un peu l'encourager dans cette dynamique, ben, on lui donne tout ce qu'elle, enfin, les choses qu'elle aime bien qui vont la faire qu'elle va continuer à... D'accord. Allez, tu viens, on va à la piscine à balles. Alors, la piscine à balles, j'ai même pas besoin de photo, elle comprend déjà le mot. Alors qu'au début, on était obligé de montrer la photo. Maintenant, elle me suit sans problème parce qu'elle sait... Allez, viens. Très bien, Odile. On enlève les chaussures. Super. Diana aussi, elle enlève. C'est important qu'on reste sur des choses positives, en fait. Donc, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échec pour l'enfant et du coup... même dans ses réussites, on l'encourage, là c'est de manière concrète. Odile, elle est aussi sensible aux félicitations sociales et puis même des choses concrètes comme ça, du coup, voilà, quand ça lui donne plus envie, quoi, de travailler. Parce qu'au départ, quand il n'y a pas d'intérêt pour l'enfant, ils ont du mal à venir. Donc on essaye de trouver un peu ce qu'ils aiment, comme ça après on peut les motiver dans ce sens, quoi. Ouais, elle est où, Odile? Attention, je vais lancer le ballon. Ouh. Mais elle est où, Odile? Odile? Ah, elle est là. Elle est où, Odile? Odile? Ah, elle est là. Trouvée. On travaille en collaboration avec les parents, c'est important pour que l'enfant généralise tout ce qu'il apprend ici. Donc en fait, on peut faire des visites à domicile, donc avec la psychologue et une éducatrice du groupe. Et en fait, on explique aux parents comment on fait avec l'enfant dans ses apprentissages. Au début, Odile, quand elle était arrivée, attention Odile, tu vas tomber. Au début, quand elle était arrivée, Odile, elle n'avait pas du tout acquis la propreté. Donc elle avait encore une couche, elle mangeait encore au biberon. Donc tout ça, ça a été travaillé ici. Et du coup, on explique aux parents comment on a fait pour qu'à la maison aussi, ils reprennent et pour que l'enfant, en fait, après, il généralise tout ce qu'il apprend. Ouais. Et c'est bien parce que les parents, ils jouent le jeu, quoi. Ils sont vraiment motivés et l'enfant progresse plus vite, du coup. On a un cahier de liaison, un classeur de liaison. Donc au quotidien, nous, on note un peu ce qui se passe avec l'enfant et ils ont une partie aussi où ils peuvent nous écrire leurs demandes ou voilà, ce qu'ils pensent. Enfin, et on les a aussi par téléphone quand il y a besoin. Et s'ils veulent, voilà, on fait des visites à domicile pour... Alors Mathéo, tu vois ce qu'on a fait?
va mettre les cartes ensemble. Je travaille à l'ISA depuis la rentrée de l'Institut. Le but étant de préparer les enfants en jeune âge à rentrer en milieu ordinaire, en classe ordinaire. Donc on va travailler tous les prérequis nécessaires à l'apprentissage, aux premiers apprentissages de maternelle. Ensuite, donc, on va travailler la motricité fine, les associations, les tris, voilà, avec du matériel adapté, facile à manipuler pour les enfants. Donc la pince, vous voyez, avec les petites pinces, travailler avec tout matériel, avec les pinces à linge d'associer, voilà, du tri. Ensuite, il y aura l'apprentissage, bien sûr, du prénom, premiers apprentissages de lecture et de numération. Donc, je participe aussi aux réunions éducatives dans les écoles pour parler des enfants, pour aussi adapter les apprentissages. Quand il y a des petites difficultés, on peut adapter. Je suis en lien avec l'enseignante et dès que c'est possible, les enfants sont intégrés par demi-journée dans la classe d'âge. Le bateau. Regarde, le bateau. Là, il faut travailler l'attention et avant d'être dans l'action, de regarder avant de faire. L'avion. L'hélicoptère. Le train. La voiture. Oh, super Mathéo. Voilà. C'est fini. C'est fini. Monsieur. C'était super Mathéo. Tape là. Tape dans la main. Ouais. Regarde. Ouais. Super. Chers parents aussi, il y a côté prévention, enfin entre guillemets, des petits signes pour reconnaître si votre enfant a un petit souci. Il faut savoir que avant 1 an, s'il ne fait aucun geste, ça peut être suspect, ça peut être un signe. S'il ne dit aucun mot avant l'âge de 18 mois, là aussi, ça peut quand même vous alerter. Et puis, s'il ne fait aucune phrase de 2 mots de manière spontanée avant 2 ans, là aussi, il faudrait vous alerter et puis vous adresser à un spécialiste ou à votre médecin traitant, tout simplement. Voilà, et bien, chers parents, donc n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé. Donc, il pourra vous aider, vous orienter. Vous ne serez pas les seuls face à l'autisme, donc qui peut parfois être très lourd pour certaines familles. C'est vrai, Elise. Et puis, il y a bien sûr les professionnels de santé, tu le disais, mais il y a aussi des associations qui peuvent aider. Il y a entre autres l'association Moi je t'aide. Donc, vous pouvez les contacter au 86 71 12. Cette association, eh bien, elle peut répondre à vos attentes, à vos questions. Et puis, elle organise aussi des journées de sensibilisation et des stages pour vous informer au mieux. Et puis, il y a également l'Institut de l'autisme que l'on vient de voir dans le reportage. Le téléphone pour eux est le 29 80 60. Voilà donc ce qui referme cette chronique. Merci Anna pour toutes ces précisions. Et à bientôt à tous. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous.